Bonjour à tous, bon vendredi d'ailleurs à tout le monde. Madame, Monsieur, merci d'être encore là ce matin. C'est la revue des grandes unes, la dernière édition de la semaine. La presse qui est disponible dans les kiosques, la Nouvelle Expression par exemple, parle de conférence des anglophones. Le cardinal Christian Toumi a culé après une correspondance adressée en date du 25 novembre 2018 au ministre camerounais de la Défense, aux forces armées camerounaises et aux séparatistes qui sèment le trouble dans le nord-ouest et le sud-ouest. Christian Toumi vient donc de rédiger une deuxième lettre envoyée au chef de l'État, c'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également du scandale de la CAN avec les mesures de Célestin Bédigui. Après son soutien à Paul Biya, il lui a d'ailleurs adressé une lettre dans laquelle il propose un traitement de cheval aux auteurs de la mafia. C'est en page 9 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Le journal parle également de la France avec Macron qui cède aux gilets jaunes. Donc cette décision de lâcher prise fait suite à la grève persistante donc des manifestants indignés et déterminés. C'est à lire en page 12 de la Nouvelle Expression de ce matin. Le journal du Ciel qui est dans les kiosques parle de Mozogo, donc un commerçant torturé à mort par des militaires. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également des Garoua où 80% des enfants de 0 à 6 ans souffrent d'otite. C'est en page 8. Et on parle aussi des tendances avec le décapage de la peau qui fait rage en Ngaoundéré. Tout cela contenu dans le journal. Donc, cette sanction également de 59 entreprises suspendues d'activité à la douane, c'est à dire en page 3 du journal. L'œil du ciel qui parle également de la santé avec le Grand Nord, otage des épidémies, c'est en page 9 de ce numéro. Toujours dans la presse ce matin, on va découvrir le journal Émergence, le quotidien privé bilingue qui parle donc de retrait de la CAN 2019. Qui est responsable de cet échec? C'est une grosse question, mais à la suite du coup de massue de la CAF, les principaux acteurs tentent encore de trouver, bien entendu, les boucs émissaires. 12 experts s'affrontent d'ailleurs sur cette question ce matin. C'est à lire dans le journal Émergence. Et qu'il y a d'autres sujets également que je vous invite à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques. Le journal qui est également disponible dans les kiosques ce matin, c'est le quotidien de l'économie qui parle donc de matières premières, levée d'interdiction d'entrée du sucre importé sous douane. À lire dans le numéro disponible ce matin. Le même journal parle donc de tout cela avec le comité interministériel de régulation de la filière tenu donc le 30 novembre 2018 qui appelle donc à un examen des cargaisons stockées au port de Douala. C'est à lire dans le journal. Le journal parle également de marché avec l'augmentation du prix de l'huile de palme qui divise. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le quotidien de l'économie de ce matin. Le quotidien de l'économie parle également de la consommation avec des raisons de la pénurie du pétrole lampant dans ce numéro disponible aussi. Toujours dans les kiosques également ce vendredi, il y a le quotidien Le Jour qui parle de quand Marafa proposait de partager la CAN 2019. Rien, personne ne l'avait écouté à cette époque-là, mais des révélations également importantes ce matin dans une tribune publiée dans Le Monde en 2015. L'ex-ministre de l'administration territoriale pensait que le Cameroun devrait donc s'associer à d'autres pays, notamment le Tchad et le Nigeria, pour transformer ce qu'il qualifiait donc de gouffre financier en abîme. Aujourd'hui, tout cela contenu dans le journal pour comprendre exactement qu'est-ce qui avait fait problème à l'époque et qu'est-ce qui ne va réellement pas et pourquoi, quelles sont les raisons véritables qui ont poussé la CAF à suspendre ou tout au moins à retirer l'organisation de la CAN du Cameroun. C'est à lire dans le journal. Et aussi on parle du sida, pourquoi l'infection à VIH expose chez la jeune fille, c'est à lire dans le journal également, disponible ce matin. Le journal est disponible dans les kiosques, tout comme d'autres tabloïds, Cameroun Tribune précisément, qui parle de la France-Cameroun. On se concerte justement, on voit une image, bien entendu, du président de la République, Paul Biya, et l'ambassadeur de France au Cameroun. Donc, on parle de la situation sociopolitique également dans les pays, les deux pays, notamment le Cameroun et la France, et la coopération même bilatérale au centre d'une audience qui s'est tenue au Palais de l'Unité, c'est à dire dans le journal Cameroun Tribune de ce matin, qui a d'autres informations également. Mutation pour sa part s'intéresse à la CAN 2019. Nouvelle révélation sur la réunion de crise, avec également des informations intéressantes. Pourquoi le gouvernement accepte l'offre de 2021 pour l'organisation de la CAN et pourquoi l'option de la tasse est donc abandonnée. 94 milliards de francs CFA disponibles pour le paiement des décomptes des prestataires. Un groupe de travail créé pour la circonstance.
c'est à dire en page 15 du journal Mutation, qui est dans les kiosques et qui a d'autres sujets également et que je vous invite à lire. Le journal Signature s'intéresse également à la CAN 2019 et 2021. Sans domicile fixe, c'est comme ça qu'il qualifie en tout cas ces dates et bien entendu l'événement qui est très attendu aussi par les Camerounais, c'est à lire dans le journal. Le dossier proposé par Signature de ce matin. Le journal Le Messager parle de gouvernance par embuscade. Paul Biya, otage de ses créatures. C'est ce que dit le journal ce matin, en grande une notamment. Donc le retrait de l'organisation de la CAN, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, a mis donc en nu les manœuvres d'un régime qui a fait boire à son créateur la tasse de l'humiliation jusqu'à la lie. C'est dans le dossier proposé par le journal, la page 3, la page 4. Le journal s'intéresse également à la crise anglophone avec les leaders sécessionnistes qui revendiquent leur nationalité amazonienne, entre guillemets, bien entendu. C'est à dire dans le journal disponible ce matin. Le même journal s'intéresse à la Fédération camerounaise de football, vers le plébiscite même de Seydou Mbombo Njoya, à lire dans le journal en page 12. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce vendredi matin. Et sur ce plateau, Georges Sémé est présent. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien. En face de vous, il y a le papy Kamine. Bonjour. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour Georges Sémé. Bonjour téléspectateurs d'Equinox. Très bien. Avec vous, nous faisons le tour de quelques sujets traités par la presse, des sujets qui sont également lus par les lecteurs. Et comme vous le savez, le journal coûte 400 francs seulement, il faut le rappeler, de temps à autre pour être parfum de l'information également. Alors, la conférence des anglophones et à la une du journal La Nouvelle Expression de ce matin, le cardinal Toumi, acculé. C'est un titre qui exprime un peu ce qui doit se passer parce que le cardinal Toumi estime que quel que soit ce qui est créé autour de ce qu'on peut appeler début de solution à la crise anglophone, la conférence anglophone est importante. Bien, nos confrères de La Nouvelle Expression ont choisi de dire que le cardinal Toumi est acculé dans le cadre de l'organisation de la conférence générale anglophone. Acculé tout simplement parce que, je le pense, entre-temps, après avoir après avoir ajourné la tenue de cette conférence, on a créé un comité de désarmement et de réintégration dans le cadre toujours de la résolution de la crise anglophone, mais également de la crise contre Boko Haram. Mais si le cardinal Toumi sort aujourd'hui à travers une correspondance contre cette décision présidentielle de créer ce comité, c'est en rapport avec l'utilité que lui pense que la conférence anglophone peut apporter dans la résolution de la crise anglophone. Et je partage tout à fait ce point de vue parce que lorsqu'on regarde la genèse de la crise anglophone et son enlisement jusqu'à aujourd'hui, on se rend quand même bien à l'évidence qu'il s'agit d'abord d'une crise politique qui ne saurait être réglée, que ce soit par la voie armée comme c'est le cas actuellement, ou alors par des mesures administratives, parce que la création d'un comité de désarmement et de réinsertion, c'est quand même une mesure administrative qui vient apporter une certaine réponse à des questions qui sont extrêmement politiques. Donc, je crois que autant la création de ce comité a son sens, mais également il faut explorer d'autres voies, et comme ça a d'ailleurs été l'assentiment du gouvernement qui pense qu'on peut explorer toutes les voies pour que la crise anglophone soit résolue. Donc, à côté de la création de ce comité qui rentre dans le cadre d'une résolution administrative de la crise, il y a également le côté politique qu'il faut explorer en donnant, pourquoi pas, libre cours à cette conférence générale anglophone. C'est la raison pour laquelle donc, monsieur le cardinal Toumi a adressé cette correspondance pour maintenir l'utilité et l'opportunité de la tenue de cette conférence générale anglophone, malgré toutes les autres mesures qui peuvent être aujourd'hui prises par le président de la République. Tout cela tourne autour de la recherche de la solution à la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, même si aujourd'hui le cardinal Christian Toumi insiste et persiste d'ailleurs que la conférence devrait également se tenir en marge de ce qui est déjà prévu, ce qui a été créé par le chef de l'État. Écoutez, le cardinal Toumi a donné le fond de sa pensée dès le moment où il a mis en place, où il a pensé cette conférence anglophone. Il a dit pourquoi il la tenait, quels en étaient les tenants et l'aboutissant, et il a clairement dit par la suite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont méfiés de cette conférence, il y en a même d'autres qui l'ont soupçonné de vouloir se transformer en une sorte d'assemblée constituante pour imposer un certain nombre de choses. Monseigneur Toumi éclaircit un peu ces zones d'ombre en faisant comprendre que le problème de cette crise, c'est d'essayer d'abord de comprendre les origines, les racines de cette crise, et maintenant de trouver, d'inspecter les pistes de solution. Bon,
après, face à la décision du gouvernement de renvoyer cette crise, Monseigneur Toumé avoue avoir été surpris par la création de ce comité de désarmement et de réintégration qui est d'ailleurs fort décrié par la plupart des observateurs et des acteurs politiques de ce pays, qui estiment que c'est une mesure qui n'apporte pas la véritable solution. Parce on a vu par expérience que cette mesure n'a fonctionné que dans des pays où les conflits armés étaient soit en extinction, soit en voie d'extinction. À ce moment-là, dans la logique de pouvoir recadrer et surtout d'éteindre tous les petits foyers qui pouvaient rester animés, à ce moment-là, en créant ce genre de comité, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire, comme on l'a fait au Mali, il est beaucoup plus facile non seulement de cantonner ceux qui étaient dans la rébellion, dans le grand banditisme, dans l'activisme militaire, et maintenant d'expurger les armes. Vous savez très bien qu'on a même tenté cela en Centrafrique, mais ça n'a pas marché. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les armes continuent toujours de tonner. Donc, cette mesure qu'on a fait adopter au chef de l'État a démontré depuis très longtemps ses véritables limites. Donc, Monseigneur Toumé, lui, il persiste ici en disant que la réponse à apporter à la recherche de la solution du dialogue, ce n'est pas la création d'un comité, en réalité, qui a tout l'air d'être factice, mais plutôt de comprendre d'abord les racines du mal et maintenant d'amener les conditions à une résolution beaucoup plus efficiente que uniquement la réponse militaire ou uniquement une réponse de réintégration d'éléments dont on pourra difficilement retrouver la trace. S'il faut les chercher, il faut chercher à les désarmer et s'il faut les cantonner. Voilà, donc on peut lire l'article ce matin dans la Nouvelle Expression, en page 3, parlant de cette conférence des anglophones, le cardinal Christian Toumi, qui est donc acculé par certains de ses proches aussi, à lire dans le journal. Ce matin, après le courrier ou la lettre qui a été adressée au chef de l'État pour expliquer la vision même de cette conférence, c'est à lire dans le numéro. Alors, le journal parle également d'autres faits avec aussi ce scandale de la CAN, avec des mesures de Célestin Bédiga après son soutien à Paul Biya. Il a également écrit au chef de l'État, donc il a laissé une lettre à laquelle il propose un traitement de cheval aux auteurs de la mafia. Il faut mettre la main sur ceux qui ont créé, qui ont contribué à ce que le Cameroun rate l'organisation de la CAN, donc que ces personnes payent le prix selon lui. Est-ce que ce n'est pas du déjà entendu? Écoutez, il s'est tenu une importante réunion à la primature, on l'appelait réunion de crise, où le Premier ministre a réuni son cabinet à l'effet de tirer les conséquences, ou alors si vous voulez les conclusions, de ressortir les causes de la débâcle que nous avons observée devant la CAF. Je pense que plusieurs hommes politiques se sont prononcés sur la question, des Camerounais, des milliers de Camerounais se sont également exprimés. Avant M. Bédigui, il y a eu Jean-Jacques Ekindi qui a demandé qu'on fasse un audit de tous les chantiers qui rentrent dans le cadre de l'exécution de cette Coupe d'Afrique des Nations. M. Bédigui propose également un traitement de cheval contre ceux qui sont impliqués dans l'exécution de ces chantiers. On a tout entendu, mais je crois que le principal reste ici, ce qu'il faut faire après ce retrait de la CAN. Toutes les opinions sont favorables, mais il y a un constat permanent, c'est que la faute nous appartient à nous, les Camerounais. Et les solutions devraient venir des Camerounais. Et autant ils viendraient des politiques, autant ils viendraient du Camerounais lambda, autant ils viendraient même de ceux qui ont été en charge ou alors qui ont piloté tous ces projets. Donc je pense que c'est lorsqu'on aura fait cette conjonction de propositions qu'on saura tirer toutes les bonnes, qu'on saura tirer les leçons, mais également prendre les mesures appropriées pour que au moins les chantiers finissent, même parce que ce n'est pas encore garanti qu'on organise la Coupe d'Afrique en 2021, mais au moins que les chantiers soient menés à terme. Si les chantiers sont menés à terme, il faut quand même faire la part des choses entre eux, dégager les responsabilités. Parce qu'il y a des personnes quand même qui ont piloté des chantiers très importants, avec de l'argent public, des sommes énormes. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent, pourquoi les chantiers ont entraîné. Et je crois que la réunion qu'a tenue le Premier ministre a été fondamentale. Elle a abouti à certaines conclusions où on a créé un comité ad hoc, où on a mis à la disposition des prestataires
prestataires de services qui se plaignaient que les financements ne suivaient pas ou alors le paiement des décomptes ne suivait pas. On a mis à leur disposition une enveloppe disponible de 94 milliards. Ce sont des premières mesures qui arrivent pour avoir une lisibilité sur la poursuite des chantiers, mais ce n'est pas tout. Il faut que ces chantiers arrivent à terme, mais il faut également que les sanctions tombent parce que, bien évidemment, il y a certaines personnes en charge de piloter ces chantiers qui ont fauté et on ne saurait continuer dans ce même élan avec les mêmes personnes. Et je suis presque favorable à ce que Jean-Jacques Ekindi a dit. Il faut faire un audit des chantiers. Après cet audit, maintenant, on saura dégager les responsabilités et sanctionner les personnes qu'il faut sanctionner. Alors, est-ce qu'on devrait le rappeler, Kaminele, rappeler qu'il faut sanctionner? Le chef de l'État, il sait ce qui s'est passé, il a certainement déjà toutes les versions possibles de ce qui se déroule sur le terrain. Il ne devrait pas attendre que les gens ou les hommes politiques ou encore des Camerounais lambda rappellent qu'il faut sanctionner. Il faut dire que les gens s'attendent depuis très très longtemps à ce que le chef de l'État sanctionne. Ils s'attendent à ce qu'il y ait une mesure forte, d'abord pour rassurer les gens de ce que les personnes qui se sont amusées avec l'honneur du pays, même l'honneur de Paul Biya, soient d'abord mises de côté. Et ça, les gens attendent et chaque jour qui passe, chacun se demande mais pourquoi on ne les arrête pas. Moi, je pense que le mérite de l'intervention de M. Célestin Bidigui, qui dit, entre autres choses, beaucoup de ce que les autres disent, mais les autres disent ou écrivent par-ci, par-là. Mais M. Bidigui, dont il ne faut pas oublier, son propre petit frère est englué dans cette affaire, son propre petit frère qui vit aux États-Unis et qui est l'un des protagonistes de ce dossier. M. Bidigui dit qu'il ne faut pas perdre de temps. Parce que quand les uns demandent un audit va prendre des mois. Non, il faut d'abord prendre des mesures immédiates. On sait quand même qui a travaillé dans le dossier. On sait qui a travaillé. Moi, je dis parmi les mesures rapides que M. Bidigui propose, non seulement c'est d'évaluer rapidement ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, d'ouvrir rapidement une institution judiciaire, d'arrêter les responsables, et maintenant, surtout, de suspendre la cocagne. Et il ne faut pas que l'on continue à vivre dans cette logique de cocagne, comme si on espérait encore qu'il y ait une coupe. On suspend la cocagne, on crée une structure avec deux personnalités capables de diriger cette nouvelle entité qui sera là pour faire redémarrer rapidement les chantiers, parce que n'oubliez pas que nous avons toujours cette option de mener les chantiers à terme en mars 2019. Et je le dis souvent, c'est que pour les Camerounais aujourd'hui, il ne faut pas que les Camerounais rêvent. L'option de la Coupe du Monde attribuée au Cameroun en 2021 ne peut se présenter que comme une option, mais pas comme une certitude. Il n'y a pas de certitude que le Cameroun pourra avoir la CAN en 2021. Non, ce n'est pas possible même. Mais je dis que ce qui est important aujourd'hui, c'est de continuer ce qu'on a commencé à faire, de réparer tout ce qui a été salopé et maintenant de récupérer ce qui peut être récupérable. Moi, je pense qu'en lisant la proposition de M. Bidigui, on trouve énormément de propositions fortes, mais rapides. Parce qu'il ne faut pas que les gens s'engluent dans des évaluations, dans des audits. Non. C'est-à-dire qu'on détermine exactement et rapidement, en très peu de temps, ce qui n'a pas été fait, quels sont les responsables, quelles sont les responsabilités, où doit-on commencer? Parce que même ces 94 milliards dont vous parlez, qui ont été dégagés maintenant, je ne vous fais pas dire qu'il y a toujours la possibilité de laisser, de croquer un peu, de sucer un peu. Non, moi je pense qu'il faut, comme le propose M. Bidigui, la création d'une structure rapide, avec pas beaucoup de gens, pas beaucoup de dons d'énergie et pas beaucoup de possibilités de fuite d'argent pour qu'on continue ces travaux sans perdre du temps et pendant que les responsables sont en train de rendre compte et de rendre gorge. Alors, puisque le sujet fait le tour de la presse, mais traité différemment, il y a le quotidien Le Jour qui parle de Marafa, qui proposait donc le partage ou de partager la CAN 2019 avec des pays comme par exemple le Tchad et le Nigeria, mais rien n'a été accepté ou alors compris à l'époque où il faisait cette proposition. Oui, il la faisait depuis son cachot de la prison de Kodengui. Et c'était en 2015 dans le cadre de son projet, de ce qu'on avait appelé à l'époque son projet de société de république exemplaire qu'il proposait aux Camerounais. Et dans ce projet, il a clairement dit que le Cameroun gagnerait à co-organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec un autre État. Et il a cité soit le Nigeria, soit le Tchad. Je crois que c'était une magnifique idée, mais je pense que autant magnifique qu'elle peut être, le Cameroun a les moyens d'organiser toute seule cette Coupe d'Afrique des Nations, malgré la déconvenue qu'on vient d'accuser
contre la CAF, mais le Cameroun dispose des ressources humaines compétentes, des moyens financiers et disposait même du temps pour organiser cette Coupe d'Afrique toute seule. Donc, c'était une bonne proposition, mais je pense qu'elle n'a pas été prise en compte, pas parce qu'il s'agissait de Marafa, mais le Cameroun dispose de tous les moyens pour organiser toute seule une Coupe d'Afrique des Nations, même si... Est-ce qu'on va dire qu'il voyait le mal venir? Non, lui, il était côté organisationnel. Et jusqu'ici, le Cameroun, comme je le dis, a les moyens d'organiser toute cette CAN. Donc il s'est posé certainement une question de mal-gouvernance quelque part, mais également une question de centralisation ou alors de superposition des institutions, des niveaux de prise de décision. Mais je crois que notre pays dispose, comme ça a été le cas avec d'autres pays moins riches que nous, qui ont organisé la CAN toute seule. Le Cameroun peut également le faire sans compter sur les autres. Marafa a émis une idée, elle n'a pas été suivie, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on organise par la CAN qu'on va dire que Marafa avait raison. Il y a juste eu des problèmes structurels, des problèmes financiers. Vous allez dire quoi? Il avait raison, bien entendu. Non, il n'a pas raison, tout simplement parce que le Cameroun peut l'organiser toute seule. Voilà. Où est donc la CAN? Bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu des problèmes financiers et structurels. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on va la co-organiser qu'on ne peut pas être en retard. Non, je sais bien les gens qui avaient traité Marafa d'oiseau de mauvaise augure ou de prophète de malheur. Moi, je pense qu'ils s'en mordent des doigts aujourd'hui. Ce n'est pas à cause d'un problème d'organisation que Marafa avait demandé le réexamen, ou plutôt la révision de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le Cameroun a-t-il les moyens financiers d'organiser une coupe sans prêter de l'argent? Vous imaginez les masses de milliards que le Cameroun a emprunté pour organiser cette coupe, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres pays. Ça, c'est la première des choses. Moi, je pense qu'à ce moment-là, quand Marafa le disait, il le disait en connaissance de cause. Il connaissait l'état financier du Cameroun. Il savait très bien qu'on ne pouvait pas l'organiser sans nous endetter et sans nous embêter de manière faramineuse. Il savait très bien qu'il y a une autre réalité. Un pays qui organise la Coupe d'Afrique des Nations doit au moins avoir une fédération de football. Le Cameroun, en 1915, n'avait même pas encore de fédération nationale de football. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, nous allons de comité de... On appelle ça quoi? Comité de normalisation en comité de normalisation. C'est anormal pour un pays. Le Cameroun, le championnat du Cameroun lui-même ne fonctionne pas. Monsieur Marafa Amidieu, du fond de sa prison, vous voyez toutes ces réalités. Ce n'est pas seulement une question d'organisation. Et puis maintenant, il a connaissant le système, connaissant l'aubaine qui allait se présenter. Moi, je pense que l'idée pour lui, à ce moment-là, de co-organiser cette coupe, non seulement était bonne, dans la mesure où on a vu comment la Guinée équatoriale a co-organisé une coupe d'Afrique tout récemment, que l'idée n'est pas une idée forcément inédite, mais c'est quelque chose parfois même qui sert à renforcer les relations entre deux pays. Et il connaissait aussi la réalité des infrastructures sportives de ce pays. Il savait très bien qu'il faudrait construire plusieurs stades. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, sa vision était beaucoup plus une vision froide, une vision d'alerte pour faire comprendre aux gens que non. Organiser cette coupe d'Afrique allait être une folie. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est une folie. C'est une folie. Ça, c'est que votre analyse, de toute façon, ou en rapport avec le titre du quotidien Le Jour, parlant de Can Marafa, qui proposait donc de partager la CAN 2019 avec le pays, avec le Tchad ou encore avec le Nigeria. Et Mutation de ce matin parle de nouvelles révélations sur la réunion de crise, avec des faits aussi évoqués par le journal. Pourquoi le gouvernement accepte l'offre de 2021, pourquoi l'opinion ou l'option du TAS est donc abandonnée. Dans tout cela, 94 milliards, vous l'avez évoqué, de francs CFA disponibles pour le paiement même des comptes des prestataires et un groupe de travail qui a été créé. Avec la réunion de crise qui s'est tenue autour du Premier ministre, je crois que beaucoup de choses ont été dites. On a évité les prestataires de services, on a évité les missions de contrôle. Les ministres eux-mêmes étaient là, ceux qui étaient les principaux, qui étaient en charge d'exécuter certains chantiers en tant que maître d'ouvrage délégué, ils étaient là, mais également les membres de la Task Force, une cellule qui était logée à la présidence de la République, qui était en charge de gérer, de suivre étroitement ce dossier. Tout le monde était là et les vérités se sont dites. Contrairement à ce que pensaient certains Camerounais qui estimaient qu'il y a une sorte de complot de la CAF autour du Cameroun pour qu'elle n'organise pas cette Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, ce conseil de ministres a abouti à des révélations impressionnantes, comme le disent nos confrères de Mutation, parce qu'on a confronté les différents acteurs. Et là, personne ne pouvait s'en sortir avec une vérité ou une contre-vérité.
au terme donc de cette réunion, il y a eu un communiqué final où certains points précis, certaines résolutions ont été prises, mais on a crevé l'abcès en ramenant les responsabilités vers chacun, qu'on soit de la task force, qu'on soit ministre en charge des travaux publics ou alors de l'habitat, ou alors qu'on soit ministre des Finances. Chacun a mis sur la table les problèmes qui n'allaient pas pour qu'on en arrive aujourd'hui à cette humiliation. Et il s'en est suivi un mea culpa quasi général du gouvernement qui n'est pas tombé dans le piège de ceux qui voulaient qu'on aille auprès du tribunal arbitral en Suisse pour porter plainte contre la CAF, ou alors de ceux qui pensaient que... Est-ce que c'est parce que le Cameroun a reconnu son erreur qu'il a élagué l'option d'aller... il y a d'abord des préoccupations techniques. Une procédure contre la CAF au TAS, ça allait prendre d'abord beaucoup d'argent, mais également beaucoup de temps. Et ça ne garantissait pas une issue favorable au Cameroun. Donc c'était absolument une peine perdue. C'est une hypothèse qui a été tout de suite élaguée par le Premier ministre pour se concentrer sur le suivi et la continuité, ou alors si vous voulez la poursuite des chantiers. Mais pour qu'on poursuive ce chantier, il faut d'abord s'arrêter un temps pour dégager les responsabilités, pour que chacun dise pourquoi dans son domaine qu'est-ce qui n'a pas marché ou pas. Et c'est ce qui était au milieu de cette réunion. Et finalement, on a abouti à quelques mesures et ça a complètement fait disparaître la thèse du complot dont s'étaient revêtus déjà certains Camerounais. Et le gouvernement a reconnu dans la quasi-unanimité que c'est à cause de nous-mêmes qu'aujourd'hui, on est face à cette humiliation, face à la CAF. Alors, si c'est à cause de nous-mêmes, on peut comprendre, on peut rester, on peut maintenir l'hypothèse du complot. Pourquoi ne pas laisser prospérer les travaux, les chantiers, pourtant il y avait des moyens, comme dit Georges? Non, mais c'est inédit. C'est inédit. Ce qui s'est passé à la primature il y a 2 jours est inédit parce que pour la première fois, le gouvernement s'est réuni pour regarder un vrai problème et pour se regarder dans les yeux. Ça a été fait, c'est inédit. Et certainement parce que le président de la République ne décolère pas avec tout ce qui se passe. Il aurait dû leur dire, mais écoutez, expliquez-vous et rendez-moi compte. C'est ce qui s'est passé. Les gens ont passé le temps à regarder le bout de leurs chaussures et d'essayer de trouver des solutions. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, au terme de cette sorte de petit conclave, les gens ont compris qu'effectivement, la possibilité ou bien l'éventualité d'une procédure devant le TAS, non seulement ne garantit rien du tout, mais allait davantage nous couvrir de ridicule, puisque les uns et les autres savaient très bien. Mais moi, je pense qu'il y en a 2 là-dedans qui ont dû vraiment transpirer. Et le premier à avoir transpiré, c'est certainement le ministre Bidoum Pat, qui avant même que les chantiers ne commencent, s'était fait acheter une dizaine de Prado à hauteur de 800 millions de francs pour aller surveiller les chantiers. Les chantiers ont-ils été surveillés? Et l'autre, certainement, qui a dû transpirer, c'est le ministre Issa Chiroma qui trop vite a pensé, a estimé que cette canne nous a été retirée de façon injuste et tout cela. Moi, je pense que ces 2-là ont particulièrement transpiré là-dedans. Mais je ne parle pas des autres, les responsables, ceux qui ont croqué, qui ont plongé les mains dans la marmelade jusqu'au biceps. Non, toujours est-il que ce qui s'est passé là, c'est quelque chose de vraiment inédit. Moi, je pense que l'opération de catharsis commence par là. Que les gens se regardent, les responsables soient entre eux, qu'ils se disent un certain nombre, qu'ils conviennent de ce que l'échec est total et cet échec-là est imputable à tout le monde parce que tout le monde n'a pas suivi comme il fallait. Donc, alors, s'il y a eu cette réunion, si cette réunion s'est tenue et que les vérités se sont dites, on devrait déjà savoir qui sont les véritables coupables. Non, coupable, c'est le tribunal qui va établir la culpabilité. Mais moi, je dis qu'il y a des responsables, il y a des responsabilités à partager. Il y a des gens avec des attributions, des gens avaient des missions. Ces missions n'ont pas été menées comme il fallait. Des gens avaient à gérer de l'argent. Cet argent n'a pas été géré comme... Moi, je vais vous donner un exemple, par exemple. Regardez la ville de Bafoussam. Est-ce que vous savez, Flavien Vallon, que dans la ville de Bafoussam, aucun hôtel 4 étoiles n'existait? Pourtant, il y a 2 hôtels qui ont la structure et l'envergure d'un 4 étoiles, mais qui est en construction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre Montazé avait justement vu cela et avait donné des instructions pour que ces 2 hôtels, au moins, soient alignés dans le projet. Mais au bout du compte, quand l'affaire est arrivée à la présidence de la République, on a plutôt choisi la solution de prendre un hôtel 2 étoiles à Bangou, un hôtel donc à 70 km de là, un hôtel 2 étoiles et demi à Bana. C'est-à-dire qu'imaginez, à 80 km de Bafoussam, c'est-à-dire aucun hôtel dans la ville de Bafoussam à moins de 50 km n'existait. Mais c'est une hérésie.
C'est incroyable. Donc, il y a des choses quand le moment de la... comment est-ce qu'on appelle ça là, de l'ouverture de tous les dossiers, et quand tous les secrets seront dehors, les gens seront tout simplement estomaqués. Et toutes ces choses ont été dites à la primature ce jour-là. Moi, je pense que les Camerounais ne devraient pas continuer les travaux, parce que la conclusion a été qu'il faut continuer les travaux. Mais on ne doit pas les continuer dans le sens, en nous disant que non, en 2021, on va nous attribuer la CAN. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 2021 devrait être comme une option, en nous disant que bon, peut-être que. Mais là, ce n'est pas une certitude. On ne peut, et d'ailleurs, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire va se battre bec et ongle pour conserver. Alors, il s'est dit dans le milieu des sports que la Côte d'Ivoire a demandé, en tout cas au Cameroun, de s'asseoir. Donc les deux parties peuvent s'asseoir pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait. C'est dit qu'il faut parler franchement. En l'état entier de l'information, le Cameroun a été retiré de l'organisation de la CAN 2019, tout le monde le connaît, mais c'est encore la Côte d'Ivoire qui est attributaire par attribution de l'organisation de la CAN 2021, malgré toutes les supputations que l'on peut lire des Camerounais qui pensent bien évidemment que c'est officiel et que le Cameroun va organiser la Coupe en 2021. Est-ce qu'il faut s'asseoir? Je pense que ça relève des questions diplomatiques tripartites entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Confédération africaine de football. Mais il y a un détail que les Camerounais ne devraient pas oublier, c'est que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire se tiennent en 2020 et que l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations est un énorme argument politique de la part d'Alassane Ouattara et son parti, le RDR, parce que Alassane Ouattara ne se présentera plus à cette élection officiellement, mais son parti, le RDR, voudra utiliser cet argument politique, ou alors si vous voulez sportif, pour appâter son électorat. Donc il sera extrêmement difficile pour Cameroun de décrocher l'organisation de 2021, même si nous le souhaitons tous bien évidemment, mais c'est une question hautement politique qui mettra certainement sur la table et la CAF et le Cameroun et les autorités ivoiriennes afin que la Côte d'Ivoire soit rééchelonnée en 2023 et le Cameroun récupère celle de 2021. Et vous savez très bien, mais quand vous parlez de portée politique pour la Côte d'Ivoire, vous savez très bien aussi que celle de 2019 avait une portée politique. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'incidence politique après l'élection de 2018. Donc, dans toutes ces histoires-là, la politique joue. Et tous ces chefs d'État savent très bien que le football, c'est l'opium du peuple. Alors, allez, on va dire un mot sur la une de Le Messager de ce matin, qui parle donc de Paul Biya, otage de ses créatures. On comprend bien qu'à la suite de tout ceci, que c'est un régime en tout cas qui a fait boire à son créateur la tasse de l'humiliation jusqu'à la lie. En 2014, le président de la République avait institué ce qu'il avait lui-même appelé les feuilles de route. C'était une façon pour lui, une façon très administrative de contrôler les cahiers de charges ministériels qui avaient été attribués à chacun de ses ministres. Et je crois qu'après une évaluation et une autre demi-évaluation, on n'en a plus jamais parlé. Donc, c'est pour dire que le président de la République est lui-même son propre otage parce que il émet de bonnes idées qu'il ne suit pas. Donc ce ne sont pas ces créatures qui le prennent en otage. Et lorsqu'on lit notre constitution, il est clairement quand même indiqué que c'est le président de la République qui nomme à quasiment toutes les fonctions. Et il ne saurait, contrairement à ce que disent nos confrères du Messager, il ne saurait être l'otage de ces créatures. Mais il est certainement clair qu'il y a un certain rapport politique et puis un rapport de force politique entre les créatures du président de la République et lui-même le président de la République qui est créature. Mais c'est lui qui garde toujours le dernier mot parce que la Constitution le lui confère et parce que c'est lui qui détermine la politique de la nation et ce ne sont pas ces créatures qui le font. Donc on fait peut-être dans un certain volet du déroulement de la vie politique de notre pays, ils ont peut-être raison de dire que c'est Paul Biya qui est l'auteur de ces créatures, mais dans un autre, je pense que Paul Biya a le premier et le dernier mot en ce qui concerne l'évolution ou alors l'arrêt total politique, l'arrêt politique de ces créatures qu'il a, comme on le dit, qu'il a créé lui-même depuis le 6 novembre 2017. Très bien. Genre, je sais, mais le Messager s'est posé la question. Paul Biya est-il quoi? Non, ce n'est même pas une interrogation. C'est une interrogation. C'est pas une interrogation. Paul Biya, otage de ses créatures. Mais il a mis créature entre guillemets. Il n'y a pas de point d'interrogation. Non, il n'y a pas de point de suspension plutôt. Donc moi, je pense plutôt que l'interrogation aurait été bienvenue. Mais de plus, moi, je n'aurais pas posé la question. Moi, je me serais posé, est-ce que les créatures de Paul Biya n'ont plus peur de lui? Parce que vous savez très bien que c'est lui qui crée, c'est lui qui les maintient, c'est lui qui les enlève quand il veut. Et parmi ces créatures, il y en a une, la plus illustre, d'ailleurs celle qui a même sorti
sorti le concept qui dit que nous sommes des créatures. Moi, je me souviens qu'il a posé un acte lors du comice de Bolova qui démontre que les créatures n'ont pas toujours peur de lui. Vous connaissez l'aventure, la mésaventure du président Paul Biya qui arrive à Ebolova pour jeter un coup d'œil sur les chantiers et qui ne trouve pas une des personnalités qui lui disait pourtant qu'il était là. Alors il dit non, je suis à Ebolova. Il dit mais moi voici à Ebolova. On dit que cette créature-là a fait Yaoundé et Ebolova en un laps de temps. Bon, mais seulement il n'y a pas eu de descente de foot par la suite. Et même on sait très bien ce qui s'est passé avec les chantiers de ce comice qui d'ailleurs beaucoup n'ont pas été achevés et d'autres livrés on a vu 7-8 ans par la suite. Il y a quelques jours seulement, quelques semaines, on a inauguré l'un des chantiers en tout cas. 8 ans après. Oui, 8 ans après. Merci. Merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end, surtout sans excès. Et la presse qui est disponible dans les kiosques également, avec les lecteurs qui iront acheter les journaux. 400 francs CFA, c'est ça? Tout à fait. Bien entendu. Allez, bon week-end et à lundi.